c'est plus de 5 ans. Et à partir du moment où vous décidez de revenir, ben, pendant 5 ans, vous n'aurez pas à rentrer vos biens immobiliers israélien dans l'impôt sur la fortune française. Alors, c'est pas neutre, parce que lorsqu'on connaît le prix de l'immobilier en Israël et le shekel, même si en ce moment il a plutôt, il a pas mal baissé par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques mois, c'est un vrai sujet, la valeur des biens immobiliers. Et puis, dernier point, si vous aviez une obligation liée à l'exit tax, eh ben, elle va être levée puisque vous redevenez résident fiscal français. Et donc, les titres qui étaient soumis à exit tax ne seront plus soumis à exit tax. Mais il faut bien comprendre une chose. Lorsque vous revenez, et bizarrement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, entre le nombre de personnes qui me demandent une consultation pour revenir et le nombre des personnes qui reviennent, il y a un petit différentiel. On doit être entièrement transparent. Et c'est souvent le sujet qu'on rencontre avec Nathanaël, hein, de toute façon dans tous les sens, c'est le manque de transparence. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se faisait il y a ne serait-ce 3 à 4 ans, ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'administration fiscale, elle a tous les moyens d'obtenir des informations et elle n'hésite pas à utiliser l'assistance fiscale internationale. Sur des problématiques de compte bancaire, moi, au cours on va dire, du dernier trimestre, je crois que j'ai eu 5 dossiers où la France, qui n'avait pas particulièrement de problème, hein, de sujet, a demandé à Israël la copie de compte bancaire et elle les a obtenus. Je crois que le plus rapide, c'est 1 mois et demi. Alors, quand on connaît la difficulté pour obtenir, nous, des copies de compte bancaire en Israël pour des clients résidents fiscaux français, ça fait un peu rêver. Mais donc, voilà, quand vous revenez, une entière transparence. La fiscalité est plus intéressante en matière d'IFI puisque ça va vous donner une respiration sur 5 ans, mais dès que vous rentrez, tout doit être déclaré, tout votre patrimoine et tous vos comptes bancaires, parce que c'est comme ça qu'en France, on fonctionne. Alors, je te redonne la parole, Nathanaël. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, du coup, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en Israël. Est-ce qu'il y a des formalités, les impôts qui restent et quid des sujets pratiques que sont, par exemple, la sécurité sociale ou le sort du fameux passeport qui change de couleur au gré des gouvernements. Exactement. Non, mais surtout, c'est marrant parce que je vais relater moi aussi un point. Le nombre de consultations que je reçois au bureau concernant les personnes qui me disent, bon, je vais devoir rentrer en France, et c'est converti à peu près à 99%, ils ne rentrent pas en France à la fin de la consultation. Il faut savoir quelque chose de très important. Vous avez toujours très peur du nombre de jours, combien de temps je vais passer. Il suffit que vous voulez passer un petit peu plus de temps avec vos enfants ou vous voulez aller à l'étranger, faire des visites ou faire un peu de tourisme avec votre femme, profiter de la retraite. Ça ne veut pas dire forcément que si on ne va pas passer les 6 mois, on ne sera plus résident israélien et donc se déconnecter fiscalement d'Israël. Parce que la déconnexion fiscale d'Israël, il faut savoir que c'est une procédure qui est très compliquée. La connexion fiscale en France, ce n'est pas un paradis fiscal comme Ed Benayoun vient de le dire. Donc, avant de décider est-ce que vous partez ou non, vérifiez déjà si vous pouvez continuer à rester dans la même constellation que vous êtes aujourd'hui et tout simplement voyager un petit peu plus sans pour autant se déconnecter fiscalement. Sachez aussi que les problèmes qui sont liés aux problèmes de santé, les problèmes de maladie, pour ça, vous allez vous faire un peu plus suivre à l'étranger. Ce n'est pas une raison pour quitter Israël. Mais maintenant, pour les personnes qui ont vraiment décidé de rentrer en Israël, de rentrer en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, il faut continuer à déclarer en Israël pendant 3 ans. C'est-à-dire pendant les 3 années qui suivent votre départ d'Israël, il faut continuer à déclarer ce que vous avez en Israël, bien entendu, et surtout déclarer le nombre de jours que vous avez passé en Israël. C'est quelque chose que peu de personnes le savent. On doit, lors de la déclaration d'impôt pour la personne qui a décidé de quitter Israël, on doit faire sortir du ministère de l'Intérieur les entrées et sorties, montrer à Israël qu'on n'a pas passé beaucoup de temps en Israël. En principe, ils veulent moins de 3 mois en Israël, et vraiment expliquer la raison du départ et avoir bien fait ça dans les formes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils continuent à vous suivre pendant 3 ans. Les 3 ans qui suivent votre départ avant de vous considérer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes décidaient de partir, même des Israéliens, ils décidaient de partir, ils avaient gagné pas mal d'argent, ils décidaient de partir d'Israël pendant 10 ans, et après, vous voulez revenir en Israël en pouvant bénéficier des 10 ans d'exonération. Parce que vous savez que les 10 ans d'exonération s'appliquent aussi à ceux qui ont quitté le territoire pendant 10 ans, pas seulement au Lechadash. Donc, moi, je connais pas mal d'hommes d'affaires
qui sont partis en 2009 d'Israël. Ils sont exilés 10 ans d'Israël et après ils sont revenus, ils bénéficient des 10 ans comme tout Olé Hadash. C'est pour ça qu'Israël vous suit un peu et vérifie. Ça ne suffit pas seulement d'informer le fisc israélien d'être parti, mais vraiment de montrer le décompte des jours et montrer où vous êtes imposé. Ça, c'est quelque chose que Georges le sait. C'est où vous êtes imposé. Ça n'existe plus d'être imposé nulle part aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent vérifier ils veulent connaître votre nouvelle résidence fiscale. D'ailleurs, en ce moment, il y a une mode pour ceux qui sont dans le high-tech de vagabonder, ça s'appelle en hébreu navadim. C'est des gens qui passent 3 mois dans plein de pays différents. Et ces personnes-là, c'est très compliqué parce qu'Israël veut savoir dans quelle résidence fiscale ils sont aujourd'hui. Montrez-leur que vous déclarez bien à votre administration fiscale. Donc, dans le cas des personnes qui sont présentes ici, je suppose que c'est plutôt la France. Il faudra leur montrer que vous avez un avis d'imposition en France, que vous ne passez pas beaucoup de temps en Israël et continuer à déclarer. Maintenant, donc ça, c'est pour la formalité. C'est quelque chose de très simple. Pas très simple, c'est votre expert comptable qui va se casser la tête. Mais pour vous, il faut juste ne pas passer beaucoup de temps en Israël et être imposé quelque part. Si vous n'êtes pas imposé quelque part, sachez-le, ça ne va pas être facile. Maintenant, un deuxième point, ce qui est très important, c'est les revenus locatifs et les revenus immobiliers. Les revenus fonciers que vous avez en Israël, que ce soit du foncier, que ce soit du Airbnb, de votre activité commerciale en Israël ou vos revenus fonciers, tout ce qui touche le sol israélien, que ce soit l'activité en Israël, que ce soit l'immobilier qui se trouve en Israël, vous êtes tenu de déclarer à Israël, même si vous quittez le territoire. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous avez l'habitude de connaître, à mon avis, c'est les 10% sur les revenus fonciers. Vous avez loué un appartement à 10 000 shekels, à la fin de l'année, on est à 120 000. On connaît les 10%, on ne va pas rentrer dans les autres modèles d'imposition, il faut un autre webinaire pour ça. Mais 10% de 120 000, c'est 12 000 shekels. Que vous soyez israélien ou vous soyez touriste ou non-résident ou plus résident en Israël, quoi qu'il se passe, c'est l'immobilier appartient au territoire israélien, vous êtes tenu de le déclarer à Israël. Si vous avez une activité en Israël, une société en Israël, ou même un OSEC Mourché, un autre entrepreneur ou une société en nom propre, vous continuez à déclarer aussi en Israël parce que l'activité se trouve en Israël. La seule chose que vous n'aurez pas à déclarer, c'est votre activité que vous avez en France, les retraites que vous avez en France, bien entendu, et lors d'une déclaration de patrimoine, parce qu'en Israël, on n'a pas d'IFI ou d'ISF, comme vous le savez, déclaration de patrimoine, si vous le demandez, vous n'avez plus à déclarer, rien du tout, puisque vous n'êtes plus résident fiscal israélien. Donc, pour la formalité, c'est pendant 3 ans que vous êtes suivi. Pour ce qui est à déclarer, c'est toute activité en Israël ou les revenus fonciers que vous détenez en Israël, que vous percevez, que ce soit, je répète Airbnb exprès, parce que beaucoup de personnes me disent, je pars, je n'ai plus à déclarer. Non, vous avez à déclarer le Airbnb en Israël, c'est une activité commerciale, même si vous n'êtes plus israélien. Étant donné que la gestion des biens se fait en Israël, vous devez le déclarer en Israël. Et le troisième point, c'est le changement de couleur du passeport, comme l'a dit Georges. Ça s'applique, et ça c'est très important de le dire aussi, ça s'applique même aux personnes qui n'ont pas décidé de partir d'Israël. Même les personnes qui n'ont pas décidé de partir d'Israël, mais qui ne passent pas assez de temps en Israël, ces personnes-là peuvent se voir refuser le renouvellement du passeport ou le renouvellement de leur carte d'identité israélienne et recevoir à la place, au lieu d'avoir le passeport bleu dont on a l'habitude qui a 5 ans ou 10 ans d'expiration, là on a la Teudat Ma'avar, c'est le laissez-passer qui est renouvelable tous les ans. Donc si jamais le ministère de l'Intérieur il voit que vous n'avez pas passé beaucoup de temps, c'est automatique dans le système. On ne peut rien faire pour ça. Autant avec les impôts, on peut jouer, avec la Sécu, on peut jouer. Avec le ministère de l'Intérieur, la citoyenneté aujourd'hui, c'est devenu encore plus compliqué que la résidence fiscale. Ce qui était facile à l'époque, on pouvait rester à Paris dans son bureau et avoir une carte d'identité israélienne. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, le maximum que vous pourrez avoir. Donc, si vous quittez, à plus forte raison, si vous quittez Israël, que vous n'allez plus avoir votre passeport bleu, vous allez avoir un passeport rouge parce que vous êtes de confession juive, vous avez le droit d'avoir une identité israélienne, nationalité israélienne, mais vous ne pouvez plus avoir ce fameux passeport bleu. Donc voilà, ça c'est les 3 points. Et la Sécu, bien entendu, c'est le Bitoach Leumi. Le Bitoach Leumi aussi, c'est une question, pas seulement pour les personnes qui décident de rentrer, même les personnes qui restent en Israël, mais qui voyagent beaucoup, ils arrivent des fois chez le médecin et ils voient que la carte ne passe pas chez le docteur. Donc là, ils s'inquiètent, il y a des questionnaires, on peut toujours faire appel, mais pour une personne qui part, il ne bénéficie plus de la Sécu. Donc, pour résumer vraiment très rapidement, ne vous précipitez pas vers une déconnexion fiscale, vérifiez vraiment si c'est une raison de se déconnecter et continuez à déclarer en Israël et à déclarer même vos revenus, quels qu'ils soient, qui ont été générés sur le sol israélien. Voilà. Ça, c'est pour la partie Israël, lorsque vous décidez de rentrer en France. Peut-être s'il y a des questions, Georges, peut-être s'il y a des questions là, peut-être qu'on fait un... Non, mais je vais
parce que ça m'a fait parler, ça m'a fait penser quand même à un aspect aujourd'hui, quand tu parlais de résidence fiscale où tu vois la même chose, c'est-à-dire une non-déclaration. Il faut savoir qu'il y a une évolution depuis quelques temps. Là, on le voit sur les Émirats arabes unis, où la France est passée au pénal et demande aux personnes de se dénoncer, et notamment aux personnes qui auraient une fausse résidence fiscale étrangère ou une fausse résidence fiscale française de se dénoncer. Alors, c'est honnêtement le sujet qu'on voit quand même sur Israël. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on est à présent sur un aspect qui est pénal. Et en France, on parle de plusieurs milliers de cas qui sont liés aux Émirats arabes unis. Donc, il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter. Il faut éviter de vivre en Israël et de continuer à être résident fiscaux français, parce que ça, la France, à la fin, c'est toujours la même histoire, hein. C'est une poursuite de fraude fiscale. Parce que en étant résident fiscaux français, en vivant en Israël, vous bénéficiez des avantages de deux pays. Alors, sans parler que vous pourriez cacher un patrimoine, hein. Je parle même pas de ça, hein. Je parle uniquement à l'impôt sur le revenu. Et donc aujourd'hui, les centres des non-résidents, c'est quand même leur sujet principal. À l'inverse, on a donc le Français qui reste résident fiscal français et qui vit à l'étranger, puis l'inverse, hein, c'est-à-dire une personne qui a été constamment en France et qui est résidente fiscale étrangère. Aujourd'hui, l'administration dispose quand même de moyens pour les trouver, et c'est vrai que avec Nathanaël, on est étonné par le nombre de questions qui nous sont posées et la non-réaction des clients. Alors, pour accompagner certains clients en France devant un magistrat ou quelquefois même un juge d'instruction pour de la fraude fiscale, je peux vous dire que c'est quand même pas le meilleur moment pour le contribuable, surtout que généralement, quand on se fait attraper, on n'a pas 40 ans, ou du moins sur les problèmes de résidence fiscale. Donc, il faut vraiment faire attention à ces sujets-là. C'est pour rebondir, Nathanaël, sur ce que tu disais, parce que c'est vraiment… pendant longtemps, moi, je sais, j'ai mis en garde des clients en leur disant… vous ne pouvez pas vous comporter comme ça parce qu'à un moment, ils vont vous trouver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'administration a vraiment tous les moyens pour trouver les personnes et que Israël communique avec la France parce que la France communique à présent avec Israël et donne des résidents fiscaux israéliens et les informations sur des résidents fiscaux israéliens, hein, Nathanaël. Ouais, mais surtout aussi, juste très important par rapport aux Émirats arabes unis. En Israël, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui montent des sociétés là-bas et qui se déclarent comme résidents à Dubaï ou quoi que ce soit. Et Israël, non seulement elle requalifie la personne comme résidente fiscale israélienne, mais même la société qu'ils ont là-bas, qui est imposée à zéro d'impôt, se voit requalifiée comme société israélienne, bien qu'elle se trouve à Dubaï. Société israélienne, étant donné que la personne, la gestion et l'administration, tout se passe d'Israël et il n'y a pas vraiment de justificatif. Donc, c'est plus comme avant où on montait quelque chose à Hong Kong et on faisait ce qu'on voulait, on était à zéro et après on distribuait de tous les côtés avec des dividendes à zéro. Là, aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as dit, Georges. Il y a de plus en plus de jurisprudence, même en Israël, c'est passé au pénal. Ils font exprès de ne pas arrêter d'informer les personnes. N'allez pas dans des pays à faible imposition si vous n'êtes pas en mesure de justifier la raison de monter la société là-bas et vraiment votre résidence fiscale là-bas. Sinon, ça ne sert à rien. Vous êtes non seulement requalifié en israélien, mais aussi pénal. Et là, ça devient beaucoup plus. C'est plus du 23% d'impôt de société. On passe à du 50% directement. Et c'est beaucoup plus méchant. Voilà. Donc là, si je pense qu'il y a des questions, déjà, Georges, peut-être. Alors, il y a une question, mais qui me surprend parce qu'on a Youssef qui pose une question en expliquant qu'il a fait son alia il y a 2 ans, il s'est marié avec une franco-israélienne ici depuis 8 ans. Et sa question, qu'en est-il des 10 ans d'exonération de mes revenus fonciers en France? Alors, je vois peut-être par rapport à Israël. Non, peut-être qu'il parle par rapport à Israël. Alors attention, ce n'est pas une exonération, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en Israël, vous allez être soumis aux 10%, ce qu'a dit tout à l'heure Nathanaël, et qu'en France, vous êtes soumis, lorsque vous êtes résident fiscaux français, aux contributions sociales sur cette somme. Donc vous avez effectivement, du fait de la convention, un crédit d'impôt
l'impôt israélien va annuler l'impôt sur le revenu français, mais il n'annulera pas les contributions sociales. Alors, c'est un sujet qu'on voit dans toutes les conventions fiscales parce qu'au moment où les contributions sociales ont été créées en France, ils n'étaient pas visés par les conventions. À titre d'exemple, et pour autant c'est un grand pays, les États-Unis ont évolué juste l'an dernier, et donc vis-à-vis des revenus américains, on parle plus de contributions sociales, alors que on les déclarait, on avait un sujet depuis des dizaines d'années. Donc avec Israël, on n'a pas d'exonération, on a le fait qu'on va bénéficier d'un système de crédit d'impôt. Mais surtout, exonération de 10 ans sur revenus fonciers, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Parce que les revenus fonciers, dans tous les cas, ils sont empesés dans le pays où ils se trouvent. Donc, le maximum qu'on peut avoir pendant les 10 ans IESF, c'est de ne pas avoir à les déclarer à Israël pendant 10 ans. Mais le revenu foncier, c'est vraiment la chose qui n'a pas d'exonération. C'est la chose qui n'a pas d'exonération. Il a juste une exemption de déclaration à Israël, mais dans tous les cas, il est imposé dans le pays où il se trouve. Oui, tu as raison, Nathanaël, parce que le revenu foncier, c'est par essence quelque chose qui n'est pas un élément de résidence fiscale. Tout le monde Exactement. peut avoir un bien immobilier en France ou en Israël en étant résident fiscaux des différents pays. Donc, ça n'a pas d'incidence et que, par définition, c'est imposable. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer Je crois qu'il y avait Alain. Je crois que Alain a posé une question, excuse-moi. Non? Non, Alain, J'avais vu afficher Alain. il m'a juste dit ok. bonjour. Salut, Alain. Alors, Je peux? Allô? Je Oui, peux poser la question? oui. Il y a une Hein? question. Oui, on vous écoute, monsieur. D'accord. Nathanaël, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas employer, c'est les successions. Or, le J'ai pas sujet dit, d'aujourd'hui… j'ai pas dit le mot succession, monsieur. J'ai dit Alors, exemption. J'ai dit exemption de déclaration. J'ai pas dit le mot succession. D'accord. Le C'est sujet, pas du tout le c'est sujet. après 10 ans, qu'est-ce qui se passe quand on est donc fiscalement israélien? On décède après les 10 ans. Les enfants sont en France. Or, que se passe-t-il après les 10 ans sur la succession qui est exonérée? Alors, attendez. Moi, je laisse Georges vous répondre à ça, puisque l'enfant qui est résident fiscal est assujetti. Je vais vous faire une réponse rapide, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de parler des successions, puisqu'on a prévu avec Rachel et Nathanaël de faire un sujet propre aux successions. Parce que je vais vous dire que vous décédiez, alors je ne dis pas décédiez, mais qu'une ouverture de succession intervienne au bout d'un an, de 10 ans ou de 30 ans, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Parce qu'il faut bien distinguer les droits de succession, ce sont des droits d'enregistrement. L'exonération et le régime de l'ALIA, mais Nathanaël pourra préciser après, concerne l'impôt sur le revenu. Donc, il faut être bien clair. Moi, aujourd'hui… Non, mais surtout, Georges, excuse-moi, mais si après 10 ans ou pas après 10 ans, si l'héritier est résident fiscal français, ça ne change rien 10 ans ou pas 10 ans, puisqu'il est assujetti au fisc français. Donc, c'est à lui de déclarer. Ce n'est pas la personne qui décède qui doit payer quelque chose, c'est la personne qui reçoit qui est tenue à payer quelque chose. Donc, il faut vérifier qui est l'héritier, dans quelle résidence fiscale. Si l'héritier était résident fiscal israélien, je vous aurais dit qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession en Israël. Mais si l'héritier est résident fiscal français, c'est complètement différent. Là, c'est en fonction de la loi française qui est très, très, très dure sur les successions, justement. Mais le problème… Et encore, je vais aller même plus loin que Nathanaël, vous pourriez être résident fiscaux israélien, que vos enfants soient résidents fiscaux israéliens, si vous détenez un compte bancaire en France, après tout dépend le montant des sommes, vous aurez des droits de succession dessus, et surtout si vous avez un bien immobilier détenu en direct ou par le biais d'une société civile immobilière, vous serez redevable de droits de succession en France. Donc, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus large que celui qu'on voit aujourd'hui. Donc, mais retenez quand même le principe, c'est que le régime de l'ALIA n'a aucune incidence sur la problématique des successions. Je pense que c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Mais de toute façon, Georges, je propose qu'on garde le sujet des successions pour un autre webinaire, parce que sinon on va se disperser. Alors, oui. Alors, ce qu'on voulait maintenant, c'est passer à la deuxième partie, c'est-à-dire si vous décidez de rester en Israël. Alors, dans le prolongement quand même de l'aspect pénal dont je vous parlais, mais qui était une simple réponse, aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est qu'on est en 2023, c'est que beaucoup de personnes
ont fait quoi? Sont venus en Israël en 2013-2014 pour, on va dire, c'est connu de tout le monde, pour essayer de protéger des comptes bancaires qui étaient ou pas en Israël auparavant et qui ont donc fait leur alia. Et c'est un certain nombre de personnes que je vois là en ce moment de plus en plus qui me disent, bon, tout compte fait, on va rester en France. Et je leur explique quand même qu'il y a un vrai sujet parce que ils sont restés tout le temps résidents fiscaux français. Ils sont restés résidents fiscaux israéliens, ont bénéficié du régime de l'ALIA, donc, si vous voulez, étaient aux yeux du fisc israélien résidents fiscaux israéliens, et ils ont bénéficié de cette situation-là. Alors, on a deux incidences, et Nathanaël, quand il reviendra, pourra nous en parler. Je suis là. Voilà, et qu'au bout de 10 ans, non, parce que là, d'un seul coup, tu partais. Non, c'est vrai. Au bout de 10 ans, on a un sujet, c'est que les personnes qui sont parties, Israël, à un moment, va leur dire, il faut commencer à payer en Israël. Et il va donc avoir un vrai sujet de double imposition qui n'existait pas avant le délai des 10 ans. Donc, soit ces personnes vont entrer dans un système de double imposition, ce qui est pour un fiscaliste quelque chose de totalement délirant. Je ne peux même pas imaginer que Nathanaël pense qu'on puisse payer de l'impôt dans les deux pays, parce que qui parle de payer d'impôt veut dire que vous avez des obligations déclaratives mondiales dans deux pays. Donc, il y a un moment où un des pays va se poser une question et ça posera une difficulté. Or, si ces personnes ne continuent pas à déclarer, Israël va signifier qu'elles ne sont pas résidentes fiscales israéliennes et leurs comptes bancaires vont ressortir. Avec toujours le même sujet, il faut bien l'expliquer, 10 ans, c'est une prescription fiscale. Ce n'est absolument pas une prescription pénale. Lorsqu'on me dit, tiens, je vais revenir en France, est-ce que, je leur dis, moi, le conseiller n'étant pas le payeur, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que ne voit pas la fiscalité, d'autres peuvent le voir. Donc, quand je parle de décider de rester en Israël, ça concerne aussi sous ce prisme-là les personnes qui en réalité sont restées résidentes fiscales françaises et ont pour des raisons X ou Y décidé de prendre la nationalité et donc les avantages d'Israël, mais qui en réalité, au bout de 10 ans et un jour, ne seront pas plus en Israël qu'aujourd'hui. Donc, Nathanaël, sur cette partie-là, tu vois de plus en plus. Je te donne la parole parce qu'il y a un vrai sujet de… Non, mais c'est le vrai sujet du moment. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes me disent des fois qu'ils veulent rentrer en France à cause de ce problème-là. Les 10 ans sont finis. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu récemment sur quoi l'administration fiscale israélienne a ouvert les yeux, mais vraiment sur une bêtise. Une personne devenue contribuable israélien après 10 ans doit payer sur sa retraite, est imposée sur la retraite. Mais la personne est restée résidente fiscale française. Donc, il continuait à être imposé en France sur sa retraite. Donc, il n'était pas exonéré à la source sur la retraite puisqu'il était resté résident fiscal français. En Israël, il est arrivé, il doit payer l'impôt sur sa retraite. Maintenant, lorsqu'on a démontré, on avait besoin, un des éléments dont on a besoin pour déclarer la retraite, c'est justement les papiers de la retraite de France. Lorsqu'on voit qu'en France, il a payé des impôts dessus, Israël se pose la question. C'est-à-dire, c'est soit la personne, elle va payer 2 fois des impôts pour ne pas relever le problème, soit elle montre qu'en France, elle a déjà payé. Mais Israël dit, mais comment ça se fait qu'en France, elle a déjà payé? Si c'est une retraite qui vient du secteur privé et pas du public, on est exonéré à la source en France pour un non-résident français. Et là, j'ai un cas, ça fait 2 mois qu'il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas les impôts. Mais comment ça se fait qu'en France? Alors, montrez-moi d'autres choses. Et très rapidement, ils peuvent être amenés à demander une assistance internationale sur cette personne en France pour savoir ce qui se passe. Donc là, de jouer sur le tableaux, à un moment, ça explose. Parce que par rapport à Israël, on ne sait plus quoi faire. Si on déclare ce qu'on a en France, Israël peut vérifier à n'importe quel moment ce que la personne a en France. Mais la France, si elle reçoit une demande d'Israël, elle dit, mais quel rapport Israël? Il est toujours resté résident fiscal français, cette personne chez moi. Et là, va demander à Israël. Et là, les échanges, ils ne vont pas d'un sens, ils vont aller des deux sens. Et des deux sens, ça sera vraiment après une dispute entre Israël et la France qui va imposer le plus cette personne. Donc, ce que Georges a dit, c'est hyper important. C'est vraiment le sujet du moment pour les personnes qui ne se sont pas déconnectées fiscalement de France et qui ont fini les 10 ans. Retenez, vous êtes vraiment… C'est un vrai problématique. J'ai eu ça encore hier au bureau. On ne sait même plus quoi dire à la personne parce qu'on peut jusqu'à demain faire des montages fiscaux, mais il y a un moment où on ne sait pas à quoi s'attendre.
puisqu'on est dans les mains du fisc israélien. Et les personnes, ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles ne déclarent pas ce qu'elles ont en France. Mais de ne pas déclarer ce qu'on a en France, et qu'en Israël, on reçoit une déclaration de patrimoine par derrière, et dans la déclaration de patrimoine, on ne raconte pas aussi ce qu'on a en France, là, ça devient vraiment pénal. D'un côté, pendant 10 ans, on dormait tranquille, mais après les 10 ans, vraiment, faites en sorte de vous régulariser en France auprès d'un avocat français, de Georges, pour vraiment au moins informer la France, même si vous ne l'avez pas fait maintenant, mais que vous devez le faire, informer la France de votre départ pour au moins être relié à une administration fiscale. Donc ça, c'est hyper important. On le voit de plus en plus. Ça relève des problèmes, même si vous allez me dire c'est une retraite, je m'en fous. Non, sur une retraite, vraiment c'est une retraite, je peux vous dire encore, j'ai la somme, c'était 4 600 € de retraite. Sur 4 600 € de retraite, ils nous ont pourri la vie, les impôts, ils ne nous lâchent pas sur ça. Comment ça se fait? C'est bizarre, peut-être qu'il y a d'autres choses, etc. Donc ça, c'est super important lorsque vous finissez les 10 ans. Maintenant, après les 10 ans, à part ça, vous devenez contribuable israélien. Votre imposition ne reste plus territoriale, mais personnelle. Personnelle, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans le monde, vous devez le déclarer à Israël. Pas forcément payer, parce qu'il y a des crédits d'impôt entre Israël et la France, mais déclarer. On a souvent des problèmes avec Georges, d'ailleurs. On a eu quelques cas où une personne sur les ventes immobilières, par exemple, pendant les 10 ans, on n'a rien à déclarer. Mais en France, on peut être amené à ne rien payer par rapport au taux d'amortissement, etc. Mais qu'en Israël, ils disent maintenant tu es résident fiscal israélien. Donc en Israël, c'est 25%. Si jamais en France, tu n'as pas été imposé à 25%, je veux le complément chez moi. Donc faites très attention, après les 10 ans, on devient comme tout contribuable israélien. Le seul avantage qui nous reste, c'est un abattement sur la retraite. Votre retraite, elle est abattue. On a seulement 65% de la retraite. On a un abattement de 35% sur votre retraite. Disons que vous gagnez 100 000. On considère que vous avez gagné 65 000 de retraite. Et sur ça, on voit l'imposition. Mais à part ça, vous devenez israélien. Et les impôts se font un vilain plaisir à chaque fois à envoyer des déclarations de patrimoine pour les personnes qui viennent de finir les 10 ans. Et après, petit à petit, comme ça, ils se disent pendant 10 ans, on s'est tué sur cette personne. Et après 10 ans, ça leur arrive même des fois de réimposer sur ce qui s'est passé pendant les 10 ans. Parce qu'Israël peut très bien vous dire, attendez, vous avez gagné de l'argent via Israël et pas de France. En fait, ce n'était pas exonéré. Donc, en résumé, vraiment, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'après les 10 ans, allez voir un expert comptable, allez voir votre avocat, commencez à déclarer comme tout Israélien. On a une personne qui est arrivée le 29 décembre, ça c'est une question qui me revient souvent. On arrive en Israël le 20 décembre ou le 20 décembre ou le 29 ou le 28. C'est pas grave, on peut commencer l'année fiscale à partir du 1er janvier. Mais quand vous êtes arrivé le 15 novembre, eh ben non, du 15 novembre au 31 décembre, on doit déclarer déjà. On commence à devenir contribuable israélien justement à partir de la fin de ces 10 ans-là. Donc, vous avez fini les 10 ans, vous devenez contribuable israélien au jour d'après les 10 ans. C'est-à-dire, vous êtes venu le 1er juin en Israël, de juin à décembre, vous déclarez, de janvier à juin, on était exonéré puisque les 10 ans sont finis en juin, mais il faut déclarer. Avec les échanges d'informations aujourd'hui, ils ont tout. Il faut déclarer comme tout Israélien qui est imposé sur ses revenus dans tout le monde. Voilà. Georges. Il y a une question de Patrick Tuit qui est intéressante à mon avis pour tout le monde. Il demande quels revenus sont imposables après les 10 ans en Israël. Qu'est-ce qui se passe avec les assurances-vie et les dividendes? Alors c'est une bonne question. Maintenant, il faut savoir que tous les revenus sont imposables en Israël, mais il faut voir les conventions. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez une société en France qui vous a distribué des dividendes, vous avez été imposé à 12,8%. En Israël, l'impôt sur le dividende, il est de 30%. Pendant les 10 ans, comme vous le savez, on déclarait en Israël. Mais après les 10 ans, on sait que c'est 30%. Donc, on voit qu'est-ce qu'on a payé en France, c'est 12,8. Et on complète en Israël 17,2. Les assurances-vie, si jamais, les actions, les assurances-vie, si jamais on n'a pas généré de bénéfices là-dessus, si on a acheté du Google et qui est monté de 40% pendant l'année, mais que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez rien à déclarer. Mais on est imposé sur les bénéfices qu'on a générés dans tout le monde en vérifiant est-ce qu'un impôt a déjà été pris là-dessus ou non. C'est tout simple comme réponse, je pense. Georges, tu as quelque chose à rajouter sur ma réponse? Parce que tu as l'air de… Non, je suis entièrement d'accord. Ce qu'il faut d'ailleurs, il suffit, pour les dividendes, il ne suffit pas de regarder de la convention fiscale entre, par exemple, la France et Israël. Il faut regarder la convention fiscale entre la société dont vous détenez les titres, par exemple, si elle est française, américaine, britannique, et Israël, parce qu'on peut avoir des taux de retenue à la source différents. La base, généralement, au sein de l'OCDE, c'est une convention fiscale avec une
un taux de retenue à la source de 15%. Ce qui signifie que ce 15%, vous allez pouvoir vous donner après les infos à Nathanel lorsqu'il fait votre déclaration d'impôt et il va considérer que c'est un crédit d'impôt pour vous en Israël. Mais ça dépendra de la nationalité de la société et pas du fait que vous étiez auparavant en France. Exactement. Et bonjour, je suis Dov. Est-ce que je peux poser une question? Deux questions, Rachel? Non, on l'écoute. Oui, allez-y, Dov. Oui, Si c'est pertinent pour tout le monde, C'est allez-y. Je pense que c'est pertinent parce que je suis dans le cas de tout le monde. J'ai fait on a fait notre aliyah, ma femme et moi, la Teudat Zehut, donc en août 2013. Donc nos 10 ans s'arrêtent août 2023. Évidemment, comme souvent, finir les choses, vendre, etc. On est là vraiment à plein temps que depuis 2015, mi-2015, début 2016. Donc, évidemment, il y a la question classique. Vous en aviez parlé l'autre fois. Est-ce que donc, comment je fais pour déterminer le nombre de jours où on était là en 2013, non pas 13, 2013, 14, 15, 16, pour voir si. Et alors, est-ce que c'est 90 jours ou 180, comme vous avez dit l'autre fois? Ouais. Comment faire pour essayer de repousser un peu, peut-être d'un an et demi, cette période de 10 ans, parce qu'on reçoit notre retraite seulement depuis un an et demi. Donc, si on pouvait, donc il va falloir déclarer, mais si on pouvait repousser un petit peu d'un an et demi cette déclaration. Attendez, je finis, il y a ça. Et vous m'avez inquiété parce que vous me dites, là, vous avez un client qui se trouve encore résident fiscal français, il n'a pas fait les démarches. Est-ce que moi, j'ai fait la démarche juste en disant, parce qu'on est resté, comme j'avais des revenus locatifs en France, maintenant, je n'ai plus rien, je suis resté résident fiscal, j'ai fait mes déclarations en France jusque, disons, fin 2016, début 2017. Et c'est la déclaration 2017 où j'ai dit, voilà, ma nouvelle adresse, c'est Jérusalem. Et donc là, je suis passé dans le centre fiscal des non-résidents. Est-ce que ça suffit? Ou il y a une démarche plus officielle que je n'avais jamais faite? Alors, la deuxième partie, c'est Georges qui va vous répondre. Moi, je vous réponds sur la première partie. Sur la première partie, ce qu'il faut savoir, c'est les 10 ans, j'en parle à chaque webinaire. On peut décaler les 10 ans, mais ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut aller voir quelqu'un, il faut nous voir, vous pouvez voir votre avocat ou votre expert comptable. Pour décaler les 10 ans, il faut vérifier, vous demandez le décompte des entrées et sorties, vous vérifiez combien de temps vous avez passé par an. Si un exemple, dans votre cas, disons qu'en 2014, vous avez passé 95 jours en Israël, c'est fini, vous ne pouvez pas décaler les 10 ans. Si en 2014, vous avez passé… Non, c'est 90, c'est ce que je dis à chaque fois, 90, c'est déjà la première raison. Hein. Après, il y a une vraie procédure à faire aux impôts, mais si on voit que vraiment de 2013 à 2016, vous avez passé moins de 90 jours par an, alors là, ça vaut le coup, oui, de décaler les 10 ans. Mais si vous voyez que déjà en 2014, vous avez fait 90 jours, donc ça ne vaut pas le coup de décaler les 10 ans parce que c'est une procédure qui est longue et qui coûte cher. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vérifier déjà, faire le décompte par an, combien de temps on a passé. Et à partir du moment où vous avez passé 90 jours, c'est fini, on ne peut plus décaler. OK. Maintenant, concernant à partir de quand on a informé le territoire français de sa non-résidence, Georges, je te laisse répondre. À partir de quand il est considéré comme plus résident s'il a informé en 2017? C'est à partir de 2017, puisque lorsqu'on quitte la France, on doit spontanément remplir une déclaration d'impôt un peu particulière qui s'appelle une 2042 NR comme non-résident, et ce qui va donc vous faire basculer de votre centre des impôts on va dire classique, duquel votre habitation dépend, au centre des non-résidents. Si aujourd'hui vous êtes encore, ce qui a priori n'est pas le cas, hein, mais je donne l'exemple pour un peu tout le monde, si vous n'êtes pas au centre des non-résidents, c'est que la France vous considère comme étant un résident fiscal français. Et donc, ce qui, pour le coup, est un peu problématique. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est ça, c'est-à-dire ces périodes où moi, je récupère des dossiers où souvent les personnes sont en Israël depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans. Avant, ça se faisait. Aujourd'hui, il faut juste expliquer que la France peut l'interpréter selon les cas comme de la fraude fiscale. Parce qu'il peut avoir des enjeux extrêmement importants derrière. Donc, alors autant à un moment, on pouvait dire, lorsqu'on parlait de fraude fiscale, qu'on est sur le 1 pour 1000 qui n'arrive jamais. Là, on a quitté ce rayon-là pour revenir sur une réalité parce que le départ de France est quelque chose qui est plutôt mal
mal compris en France. Et donc partir sans vraiment partir, c'est quelque chose aux yeux du fisc qui est quand même pour eux un grand scandale. Alors, je ne dis pas que ce soit pas scandaleux, mais après, est-ce que détourner de la TVA ou autre, c'est pas plus grave? Ça, après, c'est à la justice française de décider. Mais ce qui n'existait pas au niveau pénal, aujourd'hui existe. Et encore une fois, on a une alerte au mois de décembre sur un process, une société qui, à Dubaï, a organisé de la fausse résidence fiscale. Et les autorités fiscales ont indiqué aux personnes, ont demandé aux personnes de se régulariser spontanément, sinon ils allaient lancer le pénal et ils ont un certain nombre de listes. Et des listes, aujourd'hui, on peut en avoir de toute façon dans le monde entier parce que c'est relativement facile au vu des échanges. Donc voilà, important, c'est vraiment la date d'information de l'administration fiscale. Le fait d'avoir un passeport israélien, pour moi, n'a aucune incidence fiscale. Il faut bien comprendre que si vous ne déclarez pas un départ ou un retour en France, et vous aurez le même sujet si vous revenez en France avec l'administration fiscale israélienne, ils considèrent que vous avez toutes les obligations du pays et donc ils peuvent vous poser toutes les questions. Donc c'est ça la problématique et le risque dans ce type de dossier. Si je peux me permettre, je repose la question à Georges David. Le fait d'avoir changé son adresse le 1er janvier 2017, est-ce que ça suffit ou est-ce que j'aurais dû faire une… Alors, normalement, vous devez faire une déclaration. Maintenant, il se trouve que j'ai remarqué moi-même que dans certains centres des impôts, lorsque vous changez l'adresse, ils vous envoient au centre des non-résidents. Et puis dans d'autres, ils disent la personne n'a pas rempli les bons documents, on la laisse comme ça. Donc, normalement, c'est simple, il suffit d'aller sur impôts.gouv et vous allez voir de quel centre des impôts vous dépendez. Mais je sais que je dépends des non-résidents parce que j'ai reçu… Voilà. Mais normalement, le simple fait de mettre une adresse ne suffit pas, puisqu'il faut bien comprendre, il y a deux aspects. Alors, c'est vrai que moi, quand je fais partir mes clients, et quelle que soit la destination, l'administration fiscale est informée dans les 8 jours du départ de France. Maintenant, la loi dit qu'il faut tenir et informer du départ dans la déclaration qui suit le départ de France. Okay. Alors, pourquoi moi j'interviens si vite? Parce que vous comprenez bien, quelqu'un qui est parti, et j'ai des personnes qui sont parties en Israël en janvier 2023, leur prochaine déclaration en qualité au titre de 2023, elle est en mai, voire juin 2024. Ils ne peuvent pas rester 1 an et demi sans document de l'administration fiscale française parce que, par exemple, je ne pourrais pas arrêter leur prélèvement à la source s'ils sont retraités parce qu'on n'aura pas de document prouvant leur résidence fiscale israélienne et aucun document prouvant qu'ils ne sont plus résidents fiscaux en France. Donc, le sujet, c'est normalement la déclaration d'impôt avec la souscription d'une déclaration 2042 NR. D'accord. Donc, encore une fois, si je vois maintenant, depuis 5 ans que je suis affilié au centre des non-résidents, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Aux yeux du fisc français, c'est quoi la problématique? Il faut la répéter. Si vous êtes résident fisco-français, la France a une vision mondiale de vos revenus et de votre patrimoine. Si vous êtes résident fiscal israélien, la France n'a qu'une vision française de vos revenus et votre patrimoine. Néanmoins, et c'est pour ça que je mets en garde un certain nombre de personnes et dans certains cas particuliers, on a des jurisprudences du Conseil d'État qui expliquent que même un non-résident peut être interrogé par le fisc français sur ses revenus et sur ses comptes bancaires à l'étranger. Donc, il est vrai qu'en pratique, parce que c'est ça aussi, lorsque vous êtes au centre des non-résidents, l'administration fiscale, normalement, ne vous calcule plus, mais elle est en droit de vous interroger pour définir si effectivement vous êtes vraiment résident fiscaux étranger. Alors, question subsidiaire qui doit maintenant… Je propose qu'on continue le webinaire parce qu'on ne peut pas s'attarder non plus sur des cas individuels parce que sinon il y a trop de questions individuelles, Georges, qui arrivent. Alors, oui, mais ça concerne quand même tout le monde, on est tous dans le même cas. Et ma question subsidiaire à Nathanaël, c'était si je suis devenu résident, si
je suis devenu non-résident pour la France au 1er janvier 2017, ça ne change pas mes 10 ans qui partent bien à 2013 et non pas à 2017. Non, ça ne change rien. Ça sert juste à justifier pourquoi, dans certains cas, on veut décaler les 10 ans, mais sinon, ça ne change rien. Okay, ça ne change rien par rapport à Israël. OK. Je crois que Georges, on a fini de notre côté, non? Voilà, nous, on avait terminé, puisque ce qu'il faut vraiment vous positionner, c'est au bout de 10 ans, est-ce que vous souhaitez revenir ou pas revenir? Qu'est-ce qui va se passer en France? Qu'est-ce qui va se passer en Israël? N'hésitez pas à vous faire conseiller. Alors, honnêtement, avec Nathanaël, on n'a pas de sujet de client, puisqu'on est… moi, j'ai plutôt des sujets aujourd'hui de sélectionner mes clients qu'autre chose, mais n'hésitez pas à vous faire aider. Une chose… Et ça, je le dis face à Nathanaël, quand c'est un sujet israélien, il faut aller voir en Israël un expert comptable, parce que les avocats fiscalistes en Israël ont des mécanismes, ils font pas le même boulot que nous, ils sont vraiment sur des aspects très, très contentieux, et ces problèmes-là, c'est des problèmes d'experts comptables. En France, passez pas votre temps à aller voir des avocats israéliens pour qu'ils vous expliquent ce qu'on vous a expliqué, hein, par exemple côté français. C'est un sujet purement français de fiscaliste. C'est ni un sujet d'expert comptable, parce que moi j'ai de nombreux experts comptables qui m'envoient leurs clients et qui me disent mais je veux absolument pas toucher à ces choses-là, notamment parce qu'ils voient hein, le sujet pénal. Donc il faut bien savoir quelle est votre problématique pour aller voir le bon interlocuteur. Voilà sur le sujet. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Il y a une dernière question qui vient d'arriver, c'est est-ce que ce que tu viens d'expliquer vaut aussi pour la Belgique? C'est très différent la Belgique parce que moi j'ai des clients belges, hein, puisqu'on gère aussi des clients belges qui passent en Israël. Non, la Belgique a des spécificités quand même. C'est très différent. On va en France, si ce n'est écrire aux impôts, parce que nous on veut faire bien. En Belgique, il faut aller voir le bourgmestre, aller dans la ville et se faire désinscrire de la liste. Mais c'est pas à toi, Rachel, que je vais expliquer comment fonctionne la Belgique. Par contre, en Israël, Nathanaël, c'est toujours qu'on vienne de France ou de Belgique, c'est le même sujet. Exactement. Après les 10 ans, au niveau des plus-values, un bien en France, un appartement en France, détenu depuis plus de 40 ans, était complètement exonéré. Sera-t-il taxé à 25% pour la plus-value? Ben, dans certains cas, la vérité, c'est qu'en Israël, ils sont très flous là-dessus. Ça veut dire, il y a des cas où ils vont activer le système français avec l'amortissement, mais ce qu'ils font, je vais vous dire, c'est très simple. Ils font ce qui aurait été fait en Israël. Dans énormément de cas, à la fin, lorsqu'on est en litige avec eux, ils vérifient qu'est-ce qui aurait été fait en Israël. On sait qu'en Israël, on a un amortissement c'est 2 tiers de 4, ça fait 2,33% par an. On sait qu'il faut rajouter à ça les loyers, ce qui a été pris, etc. Ils vérifient combien ce bien aurait été taxé en Israël. Et en fonction de s'il y a oui quelque chose à taxer, ils complètent 25%. Mais en principe, il n'y a pas de réponse oui-non. Ça dépend du cas spécifiquement et surtout que ce ne soit pas un abattement parce qu'en France, il a tenu plus de 30 ans. Ça sert à rien en Israël. Il faut qu'il y ait vraiment dans le système israélien combien ce bien aurait été amorti.